merci que vous êtes inscrits si nombreux à ce webinaire. Donc, pour l'année 2022, c'est la deuxième édition de ces rendez-vous de l'INSEE. Comme l'a mentionné Christelle Marco, donc on innove un petit peu là avec l'utilisation du mode séminaire de Zoom. Donc, on croise les doigts, on espère que tout se passera bien. Donc effectivement, ces séminaires, c'est l'occasion d'aborder sous différents angles des sujets en lien avec l'économie ou la société. Donc aujourd'hui, on a un sujet d'actualité, hein, puisqu'on va parler de l'inflation et de l'indice des prix à la consommation. Alors d'ailleurs, en termes d'actualité, il y a 2 jours, hein, l'INSEE a sorti l'inflation pour le mois de novembre, hein, donc on a 6,2% en novembre. Et comme l'indique la publication de l'INSEE, donc c'est même, la même inflation qu'au mois d'octobre. Et puis j'y reviendrai après, puisqu'on évoquera la question de comment on interprète ces chiffres. Alors bon, l'inflation, voilà, depuis le début de l'année, c'est au cœur des préoccupations des Français. C'est vrai que c'est un sujet dont on ne parlait plus, hein, depuis le milieu des années 80, où on avait une inflation importante. Et puis là, on a un retour de ces taux d'inflation importantes. Et puis on voit bien aussi avec des taux d'intérêt qui vont certainement, qui commencent à monter, qui vont continuer à monter, comme on connaissait dans les années 80. Alors, on comprend bien, hein, tout le monde comprend bien ce que signifie l'inflation, que c'est un renchérissement des prix, que c'est une augmentation du coût de la vie, et puis, toute chose égale par ailleurs, une perte de pouvoir d'achat. Donc ça on le saisit bien, mais on se rend compte quand même, quand on creuse un petit peu, que c'est une notion qui est bien maîtrisée par les économistes, puisque ces indicateurs sont calculés, quand même essentiellement pour eux, hein, pour des grands opérateurs comme la Banque de France. Mais que pour le citoyen, même s'il en comprend un peu les conséquences et les tenants et les aboutissants, c'est peut-être pas si simple que ça de comprendre les chiffres qui nous sont communiqués. Et donc, on pense qu'il est toujours utile, hein, de faire œuvre de pédagogie pour accompagner tous ces chiffres, même si en fait il y en a souvent, on est très centré sur l'inflation, mais on verra tout à l'heure qu'on peut calculer différents indices des prix à la consommation. Donc, d'où l'objet un peu de cette présentation aujourd'hui, où on va s'efforcer d'expliquer comment interpréter les chiffres, mais également, surtout vous allez voir dans la première partie, comment sont construits ces chiffres de l'inflation et des indices des prix, et puis comment concrètement sur le terrain on fait pour pouvoir suivre les prix des biens et services. Euh, on verra aussi que l'INSEE met des outils à disposition sur son site internet pour que tout un chacun puisse finalement essayer d'adapter le panier de consommation qui est utilisé pour construire l'indice des prix à sa propre consommation. Donc c'est ce qu'on va montrer, c'est que finalement ce chiffre qui sort régulièrement, c'est tout un travail derrière de concept, hein, de méthodologie, mais également de travail sur le terrain avec des enquêteurs qui vont réellement relever les prix dans les commerces. Alors, le webinaire sera en 3 parties. Donc, dans la première partie, où on abordera plutôt donc l'aspect méthodologique, statistique. Donc, on aura Martin Monziol, qui est responsable de l'équipe méthodologie de l'indice des prix à la consommation à la direction générale de l'INSA à Montrouge. Et donc, lui va nous expliquer comment est calculé conceptuellement cet indice des prix à la consommation. On verra notamment qu'il faut à la fois avoir un panier de consommation moyen de biens et services, et puis qu'il faut estimer les prix de ces biens et services pour arriver à l'indice des prix. Dans une deuxième partie, donc on aura Antoine Legret, donc lui qui travaille à Rennes, hein, qui est à la direction régionale de Bretagne, et qui est responsable justement de la collecte des prix. Et lui va nous présenter comment l'échantillon de produits et services est choisi concrètement, et comment les enquêteurs donc sur le terrain, vont relever ces prix tous les mois dans les commerces. Donc cette partie est plus concrète et plus sur la partie production statistique, hein, relever sur le terrain des prix. Et enfin, on terminera avec Tristan Picard, qui est le chef du service études diffusion, également à Rennes, à la direction régionale de Bretagne. Et donc lui, il va nous expliquer comment on peut interpréter les chiffres de l'inflation, notamment à travers les publications de conjoncture de l'INSEE. Et il nous présentera également ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire l'outil qui a été mis en ligne par l'INSEE pour que tout un chacun puisse aller sur le site et puis changer le panier et puis voir un petit peu lui concrètement quel est son renchérissement de son panier de consommation. Donc voilà, donc j'espère que ce séminaire vous apportera pas mal de connaissances, éclairera pas mal le travail de l'INSEE et puis comment interpréter les chiffres. Et puis moi, je vous redonne rendez-vous à la fin de ce séminaire d'ici 1 heure.
Donc voilà, donc je passe la parole à Martin Monviol, qui va nous présenter donc la méthodologie, de l'indice des prix fabriqué par l'INSEE. Donc, en effet, comme Eric l'a introduit, je vais plutôt vous parler donc de la conception du calcul de l'indice des prix à la consommation. En préparant la présentation, j'avais sous-titré d'où vient le 6,2% d'inflation sur un an en octobre 2022. Et comme Eric l'a mentionné, le chiffre de novembre est sorti et il est le même de 6,2. Donc, je vais vous faire une rapide introduction. On entrera ensuite plus dans le détail du champ de l'indice des prix à la consommation, l'IPC. On abordera ensuite la constitution de l'échantillon et enfin, je ferai un petit panorama de cet indice qui est toujours en évolution. Donc, l'indice des prix à la consommation publié aujourd'hui, donc en novembre 2022, les prix à la consommation augmentent de 6,2% sur un an. C'est un indice qui fait la une en ce moment, qui est très actuel, qui est au cœur des, du traitement médiatique, mais c'est aussi un indice historique. Le premier indice des prix à la consommation, je crois, remonte à 1914, où on suivait un nombre restreint de produits, mais donc c'est quelque chose qu'on calcule depuis longtemps dans la statistique publique. C'est une publication mensuelle, c'est-à-dire que donc le 30, donc c'est-à-dire en milieu de semaine, le provisoire de novembre est sorti, donc le 6,2%, et à la mi-décembre, il y aura la publication du définitif, donc l'estimation définitive de l'inflation pour novembre 2022. Donc c'est un indicateur qu'on connaît bien dans le milieu de l'économie, mais qui a son importance aussi pour le citoyen, notamment l'exemple qui est le plus illustratif, c'est l'indice des prix à la consommation pour les ménages du premier quintile de niveau de vie, donc les personnes qui sont les 20% les moins aisés, hors tabac, qui sert à suivre l'index, enfin, sur lequel est indexée la revalorisation du SMIC. C'est un indice qu'on publie donc depuis le début du XXe siècle, mais c'est un indice qui est régi par une réglementation européenne. On partage avec nos collègues européens un certain nombre de bonnes pratiques et de marches à suivre dans la publication, la production de cet indice. Donc, qu'est-ce que l'IPC? C'est un indicateur statistique qui rend compte de l'évolution moyenne des prix. Du point de vue du consommateur, c'est l'évolution des prix entre deux périodes, T1 et T0, qui correspond à l'évolution du budget que ce consommateur doit consacrer à l'achat d'un ensemble de biens qui lui apporte une même utilité entre les deux périodes. Alors, l'utilité, c'est un terme un peu technique, économiste, mais ça veut dire qu'on retire la même satisfaction de cet ensemble de biens et services d'une période à l'autre. Ces biens et services que l'on achète nous rendent les mêmes services. En pratique, pour mesurer cette évolution de budget, on suit un panier fixe de produits chaque mois et on cherche à en mesurer les prix à qualité constante. Donc, ça veut dire qu'on va s'assurer que on suit les bouteilles d'eau de 1,5 litre et on maintient cette contenance de 1,5 litre pour des produits basiques. Et pour des produits plus techniques comme les ordinateurs, on va s'assurer que d'une période à l'autre, l'ordinateur a les mêmes caractéristiques et de même qualité. Donc ça, c'est la qualité constante. On va chercher aussi à mesurer ce panier fixe de produits à structure de consommation constante, c'est-à-dire qu'on va considérer que la répartition de la dépense entre les différents postes de dépense est la même sur l'ensemble de l'année que l'on considère, donc chaque mois la même. Et comme vous l'imaginez bien, comme vous le voyez concrètement, d'année en année, les produits disponibles dans les magasins sont différents. Et donc, pour rester représentatif de la consommation des ménages, on revoit le panier annuellement. Pour faire en sorte que ce panier soit comparable d'une année sur l'autre, on fait ce qu'on appelle un chaînage. Donc, c'est une petite opération statistique qui consiste à rendre comparable, à pouvoir avoir des séries longues d'année en année de l'évolution des prix. Rentrons maintenant plus dans le détail de ce qu'est l'indice des prix à la consommation.
Donc là, je vais me répéter un peu, mais bon, c'est un instrument de mesure qui permet d'estimer chaque mois la variation moyenne des prix. On va détailler quels prix on considère, des biens et services. On va là aussi décrire plus précisément quels biens et services sont dans le champ de l'indice des prix à la consommation. Donc, des biens et des services qui sont consommés par des ménages sur un territoire clairement défini. On va également préciser ces notions-là. Donc, l'indice des prix à la consommation, il faut suivre des prix. Quels sont les prix que l'on suit? Ce sont les prix d'offres pratiqués dans les points de vente, toutes taxes comprises. Ce sont les prix normaux et les prix pratiqués dans le cadre de remises, rabais, promotions ou soldes, dès lors que ces promotions sont d'une durée supérieure à 24 heures et qu'elles sont disponibles pour l'ensemble de la population. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on exclut les ventes privées, on exclut les liquidations, on exclut les rabais qui sont le fruit d'une négociation entre l'acheteur et le vendeur, une négociation privée, et on exclut les promotions qui sont liées à la détention d'une carte de fidélité. Il faut que les prix qui sont pratiqués soient accessibles à tout le monde. On considère également donc des prix qui sont des prix bruts, c'est-à-dire des prix d'offres pratiqués dans les points de vente, que l'on distingue des prix nets, qui sont donc le prix brut moins ce qui est pris en charge par d'autres agents. Pour illustrer cela, c'est-à-dire quand vous allez chez le médecin généraliste, vous payez 25 € au médecin généraliste, mais vous avez un reste à charge qui est bien moindre suite à la participation de l'assurance maladie obligatoire notamment. Dans l'IPC, c'est le 25 € qui est pris en compte. On a défini ce qu'on suivait comme prix. Maintenant, quels biens et services? Donc, ce qu'on prend comme base de calcul pour notre indice, c'est la consommation finale effective marchande des ménages. Ça, c'est le terme en termes de comptabilité nationale. Donc, c'est l'ensemble des biens et des services qui sont consommés par les ménages et qui sont échangés sur un marché à un prix qui couvre au moins le coût de production. Bon, concrètement, qu'est-ce qui, dès lors, est hors du champ de l'indice des prix à la consommation? Tout ce qui est achat de biens et services utilisés par des entrepreneurs individuels ne fait pas partie de l'indice des prix à la consommation. Le chauffeur de VTC qui achète une voiture pour son activité professionnelle, le prix pratiqué au moment de cet achat ne fait pas partie des prix suivis dans l'indice des prix à la consommation. C'est une consommation intermédiaire. Ce qui relève de l'investissement et de l'épargne n'est pas suivi également. Et c'est pourquoi on ne suit pas le prix des logements neufs dans l'indice des prix à la consommation, puisque un achat immobilier est également un investissement. Tout ce qui est autoconsommation en biens et services, donc ce que vous consommez, ce que vous avez fait pousser dans votre jardin n'est pas bien sûr pris en compte dans l'indice des prix à la consommation. Et on a aussi des services non marchands de l'éducation ou dans la santé qui ne sont pas pris en compte. In fine, on a un IPC, donc un indice des prix à la consommation, qui est exhaustif de la consommation finale effective marchande des ménages. Donc, on suit l'ensemble de la consommation des ménages. On reviendra un peu sur cela au moment de la constitution du panier prochaine. On a un prix, on a des prix, on a des biens et des ménages, on a des biens et des services, pardon. Maintenant, quels sont les ménages, quels sont les territoires concernés? Alors, on parle de consommation territoriale, qui est différent d'une consommation nationale, au sens où c'est la consommation des ménages qui résident ou qui ne résident pas en France, mais c'est la consommation qui se passe, disons, sur le territoire français. Donc, ça intègre la consommation des étrangers résidant en France et celle des touristes étrangers en vacances en France, mais on n'intègre pas la consommation des Français qui sont à l'étranger, soit parce qu'ils y résident, soit parce qu'ils y sont en vacances. Donc, c'est une consommation qui est bien territoriale. Donc, quels sont les territoires couverts? On a jusqu'à la fin 2022 un IPC qui est sur la France métropolitaine, plus 4 des 5 DOM, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. On a donc des indices qui sont sur le champ France entière hors Mayotte. Et dès janvier 2023, nous serons sur le champ France entière puisque nous sommes en train d'intégrer Mayotte à l'indice des prix à la consommation français. On a clarifié donc le champ de ce qu'était, enfin, la définition, le concept de ce qu'était l'indice des prix à la consommation. Voyons maintenant comment on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire on constitue l'échantillon des biens et services que l'on suit.
La première étape, c'est de décomposer la consommation des ménages. Pour cela, on utilise une nomenclature qui est la COICOP, qui est une nomenclature partagée à l'international. C'est notamment celle qu'on utilise avec nos voisins européens pour construire nos indices des prix à la consommation. Et donc, cette nomenclature de la COICOP est une partition des fonctions de consommation. Partition au sens où chaque produit, chaque bien et service qui est consommé est couvert par cette nomenclature, et chaque bien ou service n'appartient qu'à une seule catégorie de cette partition. On part d'un premier niveau qui sont les 12 fonctions de consommation dont j'ai mis un petit tableau sur la droite de la diapo avec les poids que représentent ces grandes fonctions dans l'indice des prix à la consommation. Donc l'alimentation en 2022 pesait 14,7% de l'indice. Et donc, on part de ce premier niveau en 12 fonctions que l'on détaille progressivement de niveau en niveau jusqu'à avoir 400 postes de consommation. C'est le niveau le plus fin de la nomenclature. Donc, je vous donne un exemple qui est que si on part des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, donc la fonction, on descend dans les produits alimentaires, ensuite on précise, on va dans les pains et céréales, autres produits de boulangerie, et on arrive au niveau poste. Donc, parmi ces 400 postes, on a le poste pâtisserie fraîche. Bon, alors on a décomposé l'ensemble de la consommation des ménages en environ 400 postes, mais suivre l'intégralité des biens et services qui composent ces postes est impossible. On a un niveau alors encore plus fin que les postes qui sont les variétés. Les variétés, par contre, elles sont des représentants des postes. On ne peut pas suivre l'ensemble des biens et services, on suit juste donc des cas qui nous semblent représentatifs de ces postes. Et donc, par exemple, dans le poste de la pâtisserie fraîche, on va suivre l'éclair. Donc, on va relever des prix d'éclair qui nous permettent donc d'avoir aux côtés d'autres variétés du poste de pâtisserie fraîche quelque chose de représentatif de ce poste de la consommation. Donc, pour que vous ayez un ordre de grandeur, on a plus de 4000 variétés dans notre panier que l'on suit pour l'indice des prix à la consommation. Ces 4000 variétés qui sont donc représentatives de l'ensemble de la consommation des ménages. Ces 4000 variétés, elles se répartissent selon les territoires. On en a environ un peu plus de 1200 pour la France métropolitaine, et ensuite le reste réparti entre les différents DOM. On en a 800 à 900 pour la Réunion, pour le DOM qui a le plus de variétés, jusqu'à prochainement un peu plus de 300 pour Mayotte. Donc, pour définir les variétés que l'on va suivre au sein de chaque poste, on utilise plusieurs sources. Tout d'abord, la source principale qui est les données de la comptabilité nationale qui permettent de repérer les articles les plus consommés à l'échelle nationale. Donc, c'est la fameuse consommation moyenne. Et donc, ces fichiers de la comptabilité nationale qui permettent d'établir le produit intérieur brut et d'autres grandes grandeurs économiques comptables nous permettent de suivre vraiment les articles qui, au cours d'une année donnée, ont été les plus consommés par les ménages. Et dès qu'un article représente plus d'un millième de la consommation des ménages en France entière, il est suivi dans l'échantillon. Ces données de la comptabilité nationale permettent également d'attribuer un poids à chaque poste de la consommation, ce qui permet ensuite de reconstruire le tableau que je vous ai présenté à la diapo précédente. Une autre source importante pour nous, c'est les sources professionnelles. Donc, parmi mes collègues à la direction générale, certains sont chargés de suivre un certain secteur de la consommation, certains marchés. Et donc, en suivant l'actualité, en faisant une veille sur ces marchés, on peut identifier les produits émergents et les produits qui disparaissent. La dernière source d'information qui est aussi essentielle et dont une présentation plus détaillée sera dédiée juste après, c'est les enquêteurs de l'INSEE qui sont sur le terrain et qui permettent de nous faire remonter les produits qui se vendent beaucoup et ceux qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Par exemple, si on leur demande de trouver des prix de caméscope, elles vont nous dire que là, ça devient un peu compliqué, que c'est de moins en moins consommé, et donc on va sortir les caméscopes des produits que l'on suit. Donc, on a déterminé quelles étaient les variétés pour lesquelles on allait devoir collecter des prix. Maintenant, se pose la question de savoir où les relever.
Pour cela, on a un échantillon représentatif du territoire français des agglomérations. Donc, on a des agglomérations qui vont des petites agglomérations de 2000 à 20 000 habitants, de 20 000 à 100 000, plus de 100 000 et de l'agglomération parisienne. Vous avez une carte sur la droite de la diapo qui permet de repérer où sont relevés des prix pour l'indice des prix à la consommation. Donc, on a un échantillon qui a été tiré de manière aléatoire d'agglomérations, donc qui est un échantillon représentatif du territoire national dans lesquels on va relever des prix. Donc ça, on a nos agglomérations. Maintenant, pour chaque variété, il nous faut bien avoir une idée du nombre de relevés que l'on va devoir faire. Donc, plus une variété est dans un poste de consommation qui représente un fort poids dans la consommation des ménages, plus on va faire de relevés, puisque c'est des variétés dont les prix vont beaucoup contribuer à l'indice. Et également, dès lors qu'on a des prix qui sont très dispersés, si les prix sont très variables au sein d'une variété, on va faire un peu plus de relevés pour avoir des prix moyens qui sont plus précis. On a nos agglomérations, on a nos nombre de relevés nationaux pour chaque variété. Maintenant, on répartit, l'étape d'après, c'est de répartir le nombre de relevés par variété et agglomération en tenant compte de l'importance relative de chaque agglomération. Et donc, on arrive ensuite à ce genre de conclusion qui est que dans l'agglomération de Quimper, on va relever 3 prix de jambon frais supérieurs. On a 21 000 croisements variétés agglomération dans lesquels nous faisons des relevés. Un point de détail important est que dans toutes les variétés ne sont pas représentées dans chaque agglomération. La conséquence de cela, c'est qu'on ne peut pas construire des indices de prix à la consommation régionaux parce qu'on ne fait pas des relevés qui sont pour toutes les variétés dans tous les territoires. Pourquoi on ne fait pas cela? L'objectif est d'avoir une précision maximale à l'échelle nationale et pas à l'échelle régionale. Au sein de chaque agglomération, on respecte la répartition des points de vente dans les formes de vente. Donc, on tient compte du type de points de vente que l'on a, si c'est des hyper ou supermarchés, des petits magasins traditionnels ou des marchés. On a une diversité de variétés et donc on va un peu illustrer cette diversité avec quelques exemples. On a des variétés que l'on considère comme homogènes, des choses qui sont très semblables d'un produit à l'autre, une baguette de pain, une ampoule électrique ordinaire de 75 watts, et par opposition des variétés hétérogènes. Les jupes ou le tapis pure laine, on a, que ce soit par la taille, par la qualité des produits utilisés, des produits qui sont moins comparables. Pour cela, on intègre cette spécificité dans notre traitement des prix avec des formules de calcul un peu différentes. On a la variété des biens durables, tout ce qui est électroménager, électronique grand public, donc les téléviseurs, les ordinateurs, les tablettes, qui sont caractérisés par un progrès technique qui est assez élevé et donc avec des produits qui sont très renouvelés sur le marché. On a beaucoup de produits qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres. Et là, il est important de tenir compte de ce dont je vous ai parlé au début, de la qualité constante et donc de contrôler des caractéristiques et des services rendus par ces biens. On a les variétés tarifaires qui sont sensiblement les mêmes sur l'ensemble du territoire, donc que ce soit les services postaux, les services bancaires, le tabac ou le transport ferroviaire, pour lesquels la collecte des prix et son traitement et leur traitement est un peu différente également. Et enfin, on a des variétés qui sont partiellement saisonnières. Le bois de chauffage ou les jouets, on en trouve toute l'année, mais il y a des moments de l'année où il est plus difficile d'en trouver. Et les variétés totalement saisonnières, donc les cours de planche à voile en hiver par exemple, ou le de ski en été. Donc pour ces variétés-là, on adapte le protocole de collecte d'une part et l'intégration du calcul de ces variétés dans l'indice des prix. Donc, on doit faire face vraiment à une diversité de situations puisque l'on couvre l'ensemble de la consommation des ménages. Enfin, pour terminer, un petit panorama des évolutions qui nous occupent tout au long de l'année pour l'indice. On en a de nombreuses des sources d'évolution. On a évoqué les nouveaux produits avec la disparition des caméscopes, mais il faut donc prendre en compte l'apparition des trottinettes électriques, par exemple.
On a la mise à jour de la nomenclature. Par exemple, c'est moins fréquent, mais ça arrive de temps en temps. Par exemple, les frais de livraison vont constituer un poste de consommation à part entière. Il faut intégrer cette nouveauté dans notre protocole, dans notre chaîne de traitement. Et on a de nouvelles sources de données. On utilise des données sur Internet et les données de caisse de la grande distribution. Donc, depuis 2020, ces données de caisse sont utilisées en production. Ce sont tous les hyper et supermarchés qui nous transmettent quotidiennement leurs données de caisse que l'on intègre à notre calcul de l'indice des prix à la consommation. Et enfin, on a aussi l'enjeu d'être représentatif des comportements d'achat. Et donc, Internet a une place prépondérante dans les achats, donc on adapte aussi notre protocole de collecte en utilisant de la collection Internet avec qu'elle soit manuelle ou avec des robots de collecte de prix automatisés sur le site de la SNCF ou pour le transport maritime également. Notre objectif, c'est d'avoir un indicateur qui est à la pointe, représentatif de la consommation des ménages, que ce soit dans la structure de la consommation, donc le poids de chacune des fonctions de consommation, mais aussi dans la façon de consommer. Et on essaie, au moment de la collecte des prix, d'être le plus représentatif des prix pratiqués en relevant des prix dans un échantillon d'agglomération représentatif de l'ensemble du territoire. Un dernier mot, c'est qu'au-delà de l'indice des prix à la consommation d'ensemble, donc le 6,2% d'augmentation des prix sur un an, on décline ces analyses d'évolution de prix par catégorie de ménage, donc avec un indice spécifique pour les différentes catégories socio-professionnelles, les ouvriers, les cadres, en fonction des types d'espaces, pour les espaces ruraux ou pour les espaces périurbains et urbains, et également sur des sous-ensembles de l'échantillon. Donc, vous pouvez trouver sur le site de l'INSEE des séries d'indices de prix pour seulement l'alimentation, et on va jusqu'à un niveau très fin avec des évolutions annuelles de prix jusqu'au prix du pâté ou des chips notamment. Enfin, on a aussi une enquête en ce moment qui nous occupe beaucoup, qui est l'enquête de comparaison spatiale des prix, où on compare le niveau des prix entre les DOM et le territoire métropolitain, et entre la Corse et la province, pour décrire non pas les écarts d'évolution de prix, mais vraiment de niveau de prix, en s'attardant à comparer des produits tout à fait comparables d'un territoire à l'autre. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que l'indice des prix à la consommation s'appuie sur un panier qui est renouvelé tous les ans pour être au plus proche de la consommation des ménages, et que ce panier couvre l'ensemble de cette consommation. On a des prix relevés dans les différentes sources de données sur le terrain. Cela va être détaillé juste après. Sur Internet, dans les données de caisse, dans des données administratives, pour optimiser la qualité de l'indice. Les prix qui sont relevés sur le terrain le sont dans un échantillon d'agglomération représentatif de l'ensemble du territoire français. Et au-delà du chiffre de l'inflation, 6,2% sur un an en novembre 2022, il y a bien d'autres indicateurs complémentaires sur les prix disponibles dans les productions de l'INSEE. Merci pour votre attention. Donc, bonjour à tous, donc Antoine Legrette, donc je suis chef de l'unité en charge de la collecte des prix à l'ADR, à l'INSEE Bretagne. Donc, pour cette présentation, donc là, après la présentation de Martin qui détaille comment on conçoit et on calcule l'indice des prix à la consommation, pour calculer l'indice des prix à la consommation, il y a besoin de collecter des prix. Et du coup, le but de cette présentation, c'est de vous présenter à la fois comment sont collectés les prix, donc déjà, quels sont les différents modes de collecte qu'on a pour collecter des prix. Et ensuite, au niveau de la collecte qui est faite sur le terrain, comment elle est organisée. Et enfin, d'un point de vue concret, comment un enquêteur fait sur le terrain pour collecter les prix. Donc, dans un premier temps, les modes de collecte. Donc, il y a 4 grands modes de collecte. Le mode de collecte historique, c'est la collecte sur le terrain par des enquêteurs. Et actuellement, nous avons des enquêteurs donc, répartis sur tout le territoire métropolitain et également domien, qui collectent environ 160 000 relevés chaque mois dans environ 27 000 points de vente différents. Donc ça rend le mode de collecte historique. Et de plus en plus, on utilise également des modes de collecte alternatifs du fait du développement des technologies. C'est ainsi que de plus en plus, pour tenir compte de l'évolution de la consommation, des modes de consommation des ménages, on développe la collecte. Alors, c'est pas manuel parce qu'on va concrètement, des personnes vont concrètement sur Internet relever des prix,
Et du coup, on a une collecte manuelle d'environ 5000 relevés chaque mois qui sont effectués sur les sites internet de vente. Alors, ça peut être des points de vente qui sont physiques ou non. C'est-à-dire qu'on peut également, on relève des prix pratiqués par des enseignes comme Darty ou la Fnac quand ils vendent des produits sur internet, mais également sur des sites de pure player tels que Amazon ou Cdiscount. La troisième source de données, ça va être les données qui vont être collectées de façon centralisée. Parce que ce sont des prix qui sont soit pour lesquels on a des possibilités technologiques de récupérer des prix ou parce que les prix sont déjà collectés par ailleurs par différentes bases de données ou déclarations administratives. Ainsi, Martin l'a évoqué dans sa présentation précédente, on est amené à collecter des prix par robot sur Internet. C'est notamment le cas pour les prix de la SNCF ou pour, on a des robots, donc on va s'alimenter en données sur le site de la SNCF en faisant différentes requêtes, en achetant des prix à différentes périodes, soit des prix des billets qu'on achèterait sous 2 jours, sous 60 jours, et également si on dispose de réductions ou non, et pour différents types de trajets ou de modes de transport, que ce soit le TGV ou les TER. On a également du coup la possibilité d'utiliser des bases de données ou des déclarations administratives. Ainsi, quand les données sont déjà collectées par ailleurs, on n'a pas besoin forcément d'aller les collecter nous-mêmes sur le terrain. C'est le cas des bases de carburant où on dispose de sources de données gouvernementales, c'est les prix des carburants qui sont directement collectés exhaustivement au niveau national. Donc, on va directement s'alimenter sur ces bases de données pour générer les indices afférents. Et on dispose également de partenaires institutionnels tels que la CNAM qui nous fournit tous les prix liés aux prestations de santé. Et enfin, le dernier venu en termes de sources de données, ce sont les données de caisse. Alors, les données de caisse, ce sont les données issues concrètement des achats des consommateurs dans la grande distribution. C'est vraiment la donnée qui apparaît sur le ticket de caisse. Donc, à ce niveau-là, on dispose d'une information qui va être exhaustive. Alors, c'est assez récent dans le sens où la loi pour une république numérique nous a imposé à la grande distribution de communiquer à l'INSEE, en tout cas, on a permis à l'INSEE de conventionner avec les grandes enseignes de la grande distribution pour disposer de cette information. Donc, la loi date de 2016. Il a fallu ensuite toute une partie d'analyse de ces données pour savoir si elles étaient bien cohérentes avec ce qu'on relevait sur le terrain, de s'assurer qu'il n'y avait pas de décalage entre ce que nous fournissent la grande distribution via leur base de données et les prix effectivement collectés sur le terrain. Et c'est pour ça que toute cette phase de test a conduit à l'introduction en 2020 des données de caisse dans le calcul de l'indice des prix à la consommation. Avec toutefois à noter que si on dispose d'un grand nombre d'informations sur les données de caisse, on se restreint à l'utilisation de ces données de caisse pour l'IPC sur un champ bien précis, uniquement sur l'alimentation industrielle, uniquement le paquet de chips, la brioche, ainsi que tout ce qui va être produit d'hygiène, beauté ou soins, c'est-à-dire tout ce qui va être le lave-vaisselle, le produit vaisselle, les déodorants, le maquillage, et ce uniquement dans les hypermarchés, les supermarchés et l'enseigne Monoprix, qui sont une forme particulière de supermarché et d'hypermarché. Donc voilà pour les grands modes de collecte, les 4 grands modes. Alors, pour voir un peu le poids que représentent les différents modes de collecte dans le calcul du IPC, on voit que près de la moitié de l'IPC, du calcul IPC est issu de prix collectés sur le terrain, c'est 45%. À part égale, on a aussi 45% de l'IPC qui est issu des données collectées de façon centralisée, que ce soit par robot ou issu de données administratives ou de bases de données. Ensuite, on a 8% de la collecte qui est issue des données de caisse, 8% parce qu'on est sur un champ très précis et très restreint. Et enfin, 2% de l'IPC qui est issu de la collecte manuelle par Internet. Alors, aujourd'hui, c'est que 2%. On collecte de plus en plus sur Internet. D'année en année, on augmente la part d'Internet pour se rapprocher le plus possible de la part effective de la consommation sur Internet qui est plus proche des 10% aujourd'hui. Alors maintenant, je puisse m'axer sur la collecte terrain et vous présenter comment on organise la collecte sur le terrain et ensuite on verra comment on collecte effectivement les prix. Donc tout d'abord, les acteurs de la collecte des prix sur le terrain. Donc on a des équipes en bureau qui organisent la collecte et qui veillent au respect des protocoles et des règles de collecte, et ce afin d'éviter les biais
au niveau ensuite du calcul de l'indice. Donc, on a 9 sites prix qui sont répartis sur le territoire métropolitain et domien. Donc, on a 7 sites prix en métropole et 2 dans les DOM qui ont chacun des compétences interrégionales. Ainsi, le site prix de l'INSEE Bretagne va être en charge de la collecte dans 4 régions. On collecte les prix à la fois en Bretagne, mais également en Pays de la Loire, en Normandie et en Centre-Val de Loire. Et du coup, pour faire ces collectes, nous allons nous appuyer sur un réseau de 270 enquêteurs qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire. Pour l'INSEE Bretagne, le site prix, nous, on a un réseau de 36 enquêteurs répartis du coup sur les 4 régions citées précédemment et on dispose de 8 enquêteurs en Bretagne. Donc, pour organiser la collecte, on s'appuie également sur un calendrier de collecte qui est très précis. Donc là, je vous présente le calendrier qu'on avait pour 2022 avec un calendrier où chaque mois est décomposé en 4 semaines. Donc, je vais rapidement passer à la diapo suivante et je ferai des retours sur le calendrier par la suite pour vous expliquer plus concrètement comment organiser le calendrier. Donc, un mois de collecte, donc l'indice des prix est un indicateur mensuel et du coup, on cale notre collecte sur un calendrier également mensuel. Donc, par contre, le calendrier de collecte, au sens de l'IPC, va être un peu différent d'un mois calendaire, dans le sens où on considère qu'un mois de collecte, c'est 4 semaines qu'on divise de S1 à S4. Ensuite, on affecte à un enquêteur pour un jour précis du mois, ce qu'on appelle une tournée prix. C'est-à-dire qu'on va lui donner à un enquêteur un jour précis du mois, tous les mardis de semaine 1. On va lui donner une liste bien précise de produits qui vont être à collecter un jour bien précis pour une liste donnée de points de vente. Alors, plus concrètement, c'est-à-dire que tous les mardis du mois, enfin, tous les mardis de la semaine 1 de chaque mois, on va demander à Madame Martin de se rendre dans la boulangerie du Pont pour relever le prix d'un pain au chocolat. Et ainsi, tous les mardis de chaque mois, l'enquêtrice va faire les mêmes relevés. Le fait de rester sur un calendrier contraint et précis où chaque jour du mois, l'enquêtrice fera les mêmes relevés ou l'enquêteur fera les mêmes relevés, c'est de pouvoir s'assurer qu'on pourra effectivement bien comparer les prix d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre et que le fait de rester sur des calendriers stricts ne va pas introduire un biais en termes de période. Typiquement, qu'on ait relevé le pain au chocolat en S1 au mois de janvier 2021 et qu'au mois de janvier 2022, on ait plutôt relevé le prix du pain au chocolat en fin de mois, ce qui pourrait introduire un biais en termes de comparabilité des prix. Hop. Excusez-moi. Hop, voilà. Toutefois, ça introduit un problème. Le fait d'être sur 4 semaines au niveau du calendrier IPC, alors qu'on est sur un calendrier de 4 semaines et demie pour le calendrier réel, ça peut introduire des décalages. Et ça nous incite du coup à faire des semaines blanches, c'est-à-dire sans collecte de prix chaque année, afin de résorber ce décalage. Alors, si je regarde sur le calendrier que je vous ai présenté juste en amont, on observe très rapidement ce décalage. Ainsi, pour le mois de janvier, en 2022, il a débuté le 3 janvier et s'est achevé le 28 janvier. C'est-à-dire que le mois de février a commencé dès le lundi 31 janvier. Et au fur et à mesure, si on n'introduit pas de semaine blanche, le décalage s'accentue. Ainsi, au mois d'avril, on s'est retrouvé avec la semaine 1 du mois d'avril qui était quasi exclusivement sur le mois de mars. Du coup, en fin avril, on a introduit une semaine blanche pour revenir sur un calendrier qui respectait davantage le calendrier réel. Si on n'introduit pas semaine blanche, on pourrait se retrouver assez rapidement avec tout le mois de novembre, par exemple, qui se serait situé dans le mois octobre calendaire. Donc voilà comment se construit le calendrier avec des semaines blanches fin avril, fin juillet et les 2 dernières semaines de décembre. Et on rattaque après 2023 à partir de janvier et on reprend le calendrier. Donc ça, c'est pour l'organisation de la collecte. Alors évidemment, les enquêteurs vont sur le terrain faire leur collecte de prix, mais ces collectes sont à la fois vérifiées et contrôlées. Alors de 2 façons. Tout d'abord de façon systématique avec l'apurement. C'est-à-dire qu'on a l'équipe en bureau, les gestionnaires en bureau, qui vont être chargés de contrôler et de vérifier les relevés, et ce, chaque lendemain de collecte. Alors, ce n'est pas tous les relevés qu'on va analyser, mais environ 15% de relevés qui vont être vérifiés. Ils sont sélectionnés de façon très précise, soit
parce qu'il y a eu une forte évolution des prix du prix du produit d'un mois sur l'autre. Donc, c'est l'occasion notamment de vérifier s'il n'y a pas eu une erreur de saisie de l'enquêteur pour expliquer cette évolution ou si c'est effectivement une évolution réelle. Mais c'est également le cas en cas de remplacement d'un produit par un autre, parce qu'effectivement, des produits peuvent cesser d'être vendus, mais du coup, il faut le remplacer par un nouveau produit et on doit vérifier si le remplacement effectué par l'enquêteur respecte bien les règles de collecte établies par la maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est pour les contrôles et les vérifications systématiques, mais on procède également à des vérifications de façon plus ponctuelle, des contrôles de façon plus ponctuelle. Et c'est le cas des contrôles a posteriori sur le terrain, où les agents en bureau vont refaire sur le terrain la tournée de l'enquêteur, soit le soir, soit le lendemain de la collecte, pour s'assurer qu'entre ce que nous on relève sur le terrain et ce qu'a relevé l'enquêteur, il n'y a pas d'incohérence dans la collecte effectuée. Donc ça, c'est sur l'organisation de la collecte. Et ensuite, enfin, on va vous présenter comment un enquêteur procède pour collecter le prix sur le terrain. Donc, la maîtrise d'ouvrage nous fournit un échantillon avec les fameux croisements variété-agglomération qu'a présenté Martin dans sa présentation. Et du coup, concrètement, nous, ça se concrétise sur la collecte de la façon suivante. Donc, on nous impose pour une agglomération donnée et pour une forme de vente bien précise, que ce soit un hypermarché, un supermarché, des magasins d'hard discount, voilà, tout type de forme de vente, on en a 8 différentes. L'enquêteur doit relever le prix d'un produit qui représentera une variété de données. Alors, si je prends un exemple concret pour que ce soit plus parlant, on va demander dans l'agglomération de Rennes à Madame Martin de se rendre dans une grande surface spécialisée pour relever le prix d'un produit qui représentera la variété chaussures de sport homme. Donc, pour le premier relevé, au moment d'initialiser la série, c'est-à-dire que c'est le produit qu'on va suivre chaque mois de l'année, Madame Martin va pouvoir choisir le point de vente dans lequel elle fait le relevé, à condition de bien respecter la forme de vente, et elle aura également le choix du produit qui représentera la variété, à condition qu'il respecte bien les caractéristiques demandées pour la variété et également la condition, vu qu'on souhaite représenter au plus proche la consommation des Français, qu'en tout cas l'échantillon soit représentatif de la consommation des Français, que le produit soit effectivement bien suivi et bien vendu. C'est-à-dire que si on met une chaussure de sport homme, on ne veut pas que ce soit quelque chose de très original, on veut quelque chose qui soit bien suivi et bien vendu, donc soit s'adresser aux commerçants pour savoir quel est le modèle que vous vendez le plus, histoire de s'assurer que ce soit un modèle qui soit vraiment bien consommé. Ainsi, Madame Martin, dans l'agglomération rennaise, elle va choisir de se rendre à l'Intersport de Champy et elle va choisir de relever une paire d'Adidas, modèle Kessler, qui du coup représentera la variété chaussures de sport homme au niveau de l'agglomération de Rennes. Donc l'enquêtrice, elle se rend dans le point de vente avec sa tablette, elle équipe une tablette pour faire des relevés de prix, et en plus du prix, elle va relever un ensemble de caractéristiques techniques liées au produit, que ce soit la marque, la référence du modèle, la pointure, le type de chaussure de sport, est-ce que c'est plutôt du running, une basket, une chaussure de tennis, également le coloris, la matière dans laquelle est faite la chaussure, mais également la semelle, le type de fermeture de la chaussure, que ce soit du scratch, du lacet, du velcro, d'une fermeture éclair, et également le pays de fabrication de la chaussure. Et ensuite, une fois que Madame Martin a initialisé son relevé, elle va aller chaque mois, elle va tous les mois retourner dans le même magasin, donc l'Intersport de Champy, relever le prix de cette fameuse chaussure Adidas Kessler qui représentera la variété chaussures de sport homme. Le fait de retourner tous les mois relever le prix du même modèle de chaussure, de la même chaussure, va lui permettre de saisir au fur et à mesure des mois les évolutions de prix de ce modèle dans ce point de vente. Vous allez me dire comment faire si le produit qu'elle relève n'existe plus dans le point de vente. Donc pour les chaussures, les modèles varient d'une année sur l'autre, il y a des saisons.
Il y a des gammes, voilà, il y a pendant l'été, enfin, il y a la collection automne-hiver, les collections changent et les modèles peuvent disparaître. Alors, c'est pas parce que le modèle disparaît qu'on va arrêter de suivre le produit. Il faut absolument le remplacer. En tout cas, la variété, on va pas arrêter de la suivre. Il faut qu'on remplace le produit par un nouveau produit. Le but étant de remplacer cette chaussure de sport par une autre chaussure de sport, mais que le modèle choisi pour remplacer soit le plus proche possible du modèle relevé précédemment. Ainsi, dans le meilleur des cas, si le produit remplaçant est suffisamment proche de l'ancien, alors par exemple, on relève toujours une Adidas modèle K-Star, mais le coloris change, on est passé d'une chaussure noire à une chaussure blanche. À ce moment-là, on va considérer que la différence entre les deux produits est mince, et en tout cas, ce n'est pas le changement de coloris qui va avoir un impact sur l'évolution de prix qu'on peut observer entre l'ancien produit et le nouveau produit. On va alors, d'un point de vue technique, considérer qu'il y a une absence d'effet qualité, que l'écart de prix entre les deux produits se justifie uniquement par l'inflation et non par la différence de caractéristiques des deux produits. Et ainsi, dans ce cas-là, si les deux produits sont suffisamment proches l'un de l'autre, on va poursuivre la série. C'est-à-dire que on suivait d'un mois sur l'autre le prix de l'Adidas K-Star qui était noir, et ben on continuera cette série en continuant de suivre ensuite le modèle K-Star blanc, et on considère que l'écart de prix quand on est passé d'un modèle à l'autre est uniquement dû à l'inflation et non pas une différence de caractéristiques entre les deux produits. En revanche, si l'entreprise ne trouve pas un produit suffisamment proche de l'ancien, notamment, elle relevait donc une chaussure de marque premium, donc Adidas, et si elle ne peut pas relever d'autres chaussures de marque premium, ce qui est un cas purement fictif, mais qu'elle est contrainte de relever une chaussure de marque distributeur, alors pour Intersport, pour l'exemple de la marque ProTouch, à ce moment-là, on va considérer que ce changement d'une marque premium à une marque distributeur va avoir un impact direct sur le prix et que la différence de prix entre les deux produits ne pas s'expliquer uniquement par l'inflation, mais parce qu'on n'est pas du tout sur le même type ou la même gamme de produits. À ce moment-là, on va considérer que l'écart de prix entre les deux produits n'est pas dû à l'inflation. On va arrêter la série du suivi du modèle K-Star et on reprendra le suivi d'une nouvelle série où on suivra à ce moment-là l'évolution du prix du modèle ProTouch, mais du coup, on perdra l'évolution de prix au moment du passage de l'ancien produit au nouveau produit. De la même façon, il se peut que le point de vente dans lequel on a l'enquêtrice ferme ou que le magasin ne vende plus du tout le produit correspondant à la variété, qu'un magasin, par exemple, arrête de vendre une chaussure de sport homme. Malgré tout, il faut toujours remplacer le produit. Alors là, l'enquêtrice, elle va devoir choisir, retrouver un nouveau produit représentant la variété dans un nouveau point de vente, mais en conservant la même forme de vente. Ainsi, elle pourra se rendre, vu que l'Intersport ne fait plus de chaussures, elle pourra se rendre chez Decathlon, Go Sport ou Sport 2000, qui sont des produits, des enseignes de même forme de vente que l'Intersport. Donc, elle pourra faire le relevé de son nouveau produit dans ces enseignes-là. Attention toutefois à une contrainte supplémentaire qui existe, c'est qu'il nous faut éviter les doublons, c'est-à-dire que si l'enquêtrice relève déjà chez Decathlon une chaussure de sport homme, il n'est pas question d'en relever une deuxième. On souhaite éviter les doublons pour ne pas avoir ce qu'on appelle un effet grappe, ce qui serait du coup que l'indice relevé, en tout cas les prix relevés pour la variété de chaussures de sport homme, soient trop tirés ou impactés par la politique tarifaire ou la politique tarifaire que pour avoir une enseigne. Donc, il est important pour nous de diversifier les points de vente dans lesquels on fait les relevés et de ne pas relever deux fois la même variété de chaussures, même si ce sont deux chaussures différentes dans le même point de vente. Donc, voilà, globalement, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est du coup, pour collecter des prix, on a 4 grands modes de collecte. La collecte au terrain par les enquêteurs compte pour près de la moitié de l'indice des prix à la consommation. On s'appuie sur un calendrier de collecte précis pour éviter des effets de saisonnalité et biaiser du coup la mesure de l'inflation. On s'appuie pour ça également sur un protocole de collecte contraint pour s'assurer également de la comparabilité des prix dans le temps. Et évidemment, ces prix, en plus des collectés sur le terrain, sont ensuite vérifiés a posteriori pour s'assurer qu'on respecte bien le protocole de collecte établi par la maîtrise d'ouvrage, qui est responsable
de l'indice des prix à la consommation. Je vous remercie. Dans ma présentation, je vais revenir un peu sur le contexte de l'inflation, alors un petit peu au niveau international, mais surtout au niveau France. J'essaierai de donner quelques clés pour comprendre comment cette inflation peut avoir des impacts en Bretagne, même si forcément on n'a pas d'indice des prix breton, donc c'est pas toujours évident. Et pour conclure, je vous présenterai quelques ressources qui sont disponibles sur le site insee.fr et qui, en complément de cette présentation, vous permettront d'approfondir certains sujets. Donc pour commencer, depuis le début de l'année, et même j'ai envie de dire depuis début 2021, dans un contexte inflationniste, alors ici je vous présente l'indice des prix à la consommation harmonisé. Alors on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent. C'est un indice des prix en fait qui a été conçu pour avoir des méthodes communes entre pays pour qu'on puisse justement les comparer. La différence principale en fait, c'est une différence de périmètre. C'est qu'au lieu de prendre les prix bruts dont parlait Martin tout à l'heure, on part sur les prix nets. Je veux dire en pratique qu'il y a une grosse différence, notamment pour la santé, parce qu'on prend en compte tout ce qui est remboursement de la sécurité sociale. Si le sujet vous intéresse, d'ailleurs, il y a un très bon article sur le blog de l'INSEE qui présente la différence entre l'IPC et l'IPCH. Donc pour en revenir au tableau, enfin au graphique, pardon. On a donc différentes courbes donc, qui présentent l'évolution de l'indice des prix et la consommation pour différents pays. Et donc ce qu'on constate, donc vous voyez, hein, donc États-Unis, courbe noire, France, courbe bleue, c'est que depuis 2021, donc quasiment toutes les économies occidentales ont eu une forte progression de cet indice, avec, je pense que c'est la partie importante, c'est on constate quand même des différences assez nettes. Donc l'évolution en France est nettement plus faible. Donc ça peut s'expliquer notamment par le bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement, notamment sur les prix de l'énergie, donc on y reviendra ensuite. Là où on voit que d'autres économies, par exemple l'Allemagne ou l'Italie, ont été beaucoup plus touchées, avec des taux d'inflation vraiment très très importants, donc en glissement annuel supérieur à 10%. Alors d'ailleurs, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur de quoi parle-t-on quand on parle de l'inflation. Parce qu'il faut se méfier, en fait, c'est l'inflation, comme le disait tout à l'heure le directeur Eric Lesage en introduction, c'est plutôt utilisé par les économistes, par des personnes spécialistes de la conjoncture, et donc il faut faire attention à ne pas mélanger en fait les différents concepts. Souvent, quand on parle de l'inflation, on va nous parler de l'inflation en glissement annuel. Donc, on va dire, par exemple, le chiffre, je pense que tout le monde a pu voir, de 6,2% entre novembre 2021 et novembre 2022. Donc, sur ce graphique, c'est la courbe jaune. Donc, c'est vraiment, on compare 2 points à 1 an d'intervalle. Mais ça n'occulte pas le fait qu'il y a une inflation mensuelle qu'on mesure, donc avec ce qu'a décrit Antoine, donc avec nos relevés de prix tous les mois. Et donc là, par exemple, entre octobre et novembre, on a plus 0,4% d'inflation. Ce qui veut dire en fait que on dit l'inflation est à 6,2% en octobre, mais elle l'était aussi en novembre. Mais en fait, en pratique, l'inflation, il y a quand même une progression des prix entre les 2 mois. Donc ça, déjà, c'est un élément qui est important à prendre en compte. Donc le fait qu'il y ait une inflation en glissement annuel, ça ne veut pas dire que tous les mois, il y ait plus 6% d'augmentation des prix. Heureusement, parce que ça commencerait à être difficile. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette inflation mensuelle qu'il faut aussi regarder. Donc là, c'est les petites barres bleues. Il y a une troisième manière de regarder les chiffres sur l'inflation, c'est ce qu'on appelle l'inflation en base 100. Donc là, vous voyez, c'est l'inflation sur la même période. Et le principe de la base 100, en fait, c'est qu'on va comparer l'indice des prix en fait, par rapport à un point fixe. Donc ici, vous voyez l'indice des prix. Alors, le graphique ne remonte pas jusqu'à 2015. En 2015, il était égal à 100. Et donc, tous les mois, en fait, on a cette évolution. Ce qui nous permet, et c'est ça qui est un point important, c'est de pouvoir faire des comparaisons d'augmentation, j'ai envie de dire, de l'indice des prix sur des périodes plus longues qu'un an. Par exemple, si j'ai envie de comparer l'évolution des prix entre janvier 2021 et novembre 2022, je regarde la valeur de novembre, donc le 114,3. Je regarde la valeur de 2021, c'était 105,12. Je fais le rapport et là, j'obtiens que l'indice des prix a augmenté de 8,7% depuis début 2021. Alors que si je reviens au graphique précédent, en fait, on ne pouvait pas voir cette augmentation à partir de la courbe en glissement annuel. Donc ça, c'est vraiment un point important. En fonction de qu'est-ce qu'on cherche à mesurer, on ne voit pas les mêmes choses. Alors, ensuite, donc il y a un point qui est important, c'est que l'inflation, on est capable de déterminer en fait quelles sont les composantes de l'inflation. Donc, c'est ce qu'on va présenter sur ce graphique. Donc, vous voyez, hein, on a différentes couleurs. Donc, les barres bleues, ça va correspondre à la partie de l'évolution de l'inflation qui est liée à l'alimentation. La bleu clair, ça va être les produits manufacturés.
en mauve les services, en jaune l'énergie et en gris le tabac. Et donc, ce qu'on constate qui est vraiment très significatif sur ce graphique, c'est vraiment que l'inflation depuis 2021 était très fortement poussée d'abord par l'énergie, et ensuite, depuis, on voit notamment début 2022, en fait, cette inflation est en train de se diffuser dans le reste de l'économie. Et donc, bon, on n'a pas encore les chiffres pour 2023, forcément, mais donc, ce qu'on constate vraiment, c'est le fait que cette inflation qui a d'abord été contenue seulement à l'énergie se diffuse. Et c'est l'occasion d'ailleurs de vous présenter cette courbe rouge. Donc, vous voyez, c'est l'inflation sous-jacente. Donc, c'est encore une autre manière de mesurer l'inflation. Vous voyez, on a beaucoup de concepts différents liés à l'inflation. Et cette inflation sous-jacente, en fait, l'objectif principal, sans rentrer vraiment dans le détail, c'est une inflation qui enlève tout ce qui est prix très volatile. Donc, pour voir un peu vraiment l'évolution des prix du cœur de l'économie. Et donc, ce qu'on constate qui est très net, c'est que cette inflation est fortement en progression. Donc, là, on est en glissement annuel, on est à dépasser les 5%. Donc ça, c'est pour le contexte vraiment très macro au niveau national. Maintenant, on va essayer de voir finalement comment cette inflation, quel est l'impact qu'elle peut avoir sur les différents types de population. Et ensuite, quel impact on peut essayer de voir sur la région Bretagne. Alors, un premier point, c'est qu'avec les différentes données de l'INSEE, on est capable, en fait, d'estimer l'évolution de l'inflation pour différentes catégories de ménages. Donc là, vous voyez, on a plusieurs graphiques, on a par âge, par catégorie socio-professionnelle, par commune de résidence. Alors, comment on fait concrètement? Vous voyez dans les sources, donc on a l'indice des prix, bien sûr, et on a l'enquête budget de famille. En fait, c'est une enquête de l'INSEE qu'on fait auprès des ménages. On leur demande de noter toutes leurs dépenses. À partir de là, on a une vision, en fait, on peut faire des répartitions pour différentes catégories de population de quels sont en fait leurs types de dépenses. Donc bien sûr, des moins de 30 ans ne vont pas avoir les mêmes types de dépenses que des plus de 75 ans. Les agriculteurs, ça va pas être les mêmes dépenses que les cadres, et en fonction d'où on habite, bien sûr, c'est différent. Et donc ce qu'on constate, c'est que vu que finalement cette inflation jusqu'à présent a été très portée par les prix de l'énergie, c'est les ménages qui dépendent le plus en fait de l'énergie qui ont une inflation plus importante. Donc typiquement, les personnes de plus de 75 ans qui en général vont plus se chauffer, donc on voit qu'elles ont une inflation qui est nettement plus forte que les moins de 30 ans. De même, les agriculteurs, où là, c'est pas forcément sur le fait de plus se chauffer, mais ça va être le fait de plus être dépendant de certains types d'énergie. Donc il y a vraiment un écart qui est très très net par rapport aux autres catégories socio-professionnelles. Et enfin, si on regarde sur les différentes communes de résidence, le rural est beaucoup plus touché, ce qui est logique parce qu'ils sont plus dépendants, bien sûr, déjà des transports en termes de voitures, et donc la hausse du coût du carburant va avoir un impact plus fort. Et de plus, en termes de chauffage, souvent, on va avoir ça coûte souvent plus cher de chauffer une maison que de chauffer un appartement. Donc d'où cet écart qu'on peut voir sur les communes de résidence. Si on continue de regarder un petit peu sur cette logique, si on tire le fil, en fait, on peut regarder donc cette évolution de l'inflation, donc qu'on retrouve là sur le losange. Alors, ici, en fait, sur ces graphiques, on a donc sur les losanges l'écart par rapport à l'inflation moyenne pour chaque catégorie de population. Donc, on voit par exemple que les moins de 30 ans, par rapport à l'inflation, j'ai envie de dire, d'ensemble national, ils sont à moins 1,1%, alors que les 75 ans ou plus, ils sont à plus 1,1%. Donc ça, non, je dis des bêtises, pardon, c'est le losange. Enfin, c'est par rapport à la valeur du losange, excusez-moi. Et donc, si on regarde la décomposition, en fait, de qu'est-ce qui explique cet écart à l'inflation d'ensemble, on voit en fait que pour les moins de 30 ans, ils consomment moins en énergie, et donc ça, c'est une part importante. Ils consomment un peu. Sur l'aspect alimentation, l'impact sera moindre. Par contre, sur l'aspect service, ils sont plus touchés par l'augmentation des prix des services qui vient compenser un petit peu. Au contraire, on voit les plus de 75 ans, vu que leur part de consommation de l'énergie est plus importante, l'effet de l'augmentation des prix de l'énergie va être plus important pour leur évolution des prix, et donc c'est pour ça qu'ils sont au-dessus. Donc ce qu'on constate, voilà, c'est que jusqu'à présent, encore une fois, ça c'est des calculs qui ont été faits en avril 2022, pour l'instant, c'était uniquement l'inflation, enfin les prix de l'énergie qui avaient un impact très fort. Donc il faudra refaire un exercice similaire, je pense, en 2023 pour voir l'impact notamment des prix de l'alimentation et des biens manufacturés. Est-ce que ça vient rééquilibrer les dépenses entre les différentes catégories? Alors, au niveau Bretagne, parce que là, jusqu'à présent, voilà, on n'est que sur du national. Au niveau Bretagne,
Ce qu'on peut essayer de remobiliser, alors c'est les données d'une étude qui commence à remonter un peu, hein, c'est de 2014. On s'était intéressé à des enjeux de vulnérabilité des ménages, en termes de vulnérabilité énergétique, liée au chauffage ou au déplacement. Et cette vulnérabilité énergétique, en fait, on l'a mesurée avec 2 critères. C'était la part, donc ça vous retrouverez dans la note, la part des dépenses dans le total des revenus. Donc, par exemple, pour le chauffage, c'était supérieur à 8% des revenus et 4,5% pour le carburant automobile. Et également le fait que ce soit des ménages qui avaient un revenu inférieur au double du revenu médian. Et donc, si on faisait ces cartes, ce qu'on voyait, c'est qu'en termes de vulnérabilité par rapport au chauffage, on retrouvait très nettement le centre-Bretagne, et j'ai envie de dire le nord du Finistère et l'ouest des Côtes-d'Armor, tandis que pour les déplacements, on retrouve encore le centre-Bretagne, avec un petit peu aussi cette partie donc, autour de Redon notamment. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est que si on compare, donc c'est-à-dire que ces ménages-là, qui sont déjà dans des situations un peu difficiles sur le point de vue énergétique, bah, l'augmentation des coûts de l'énergie, forcément, va avoir un impact beaucoup plus fort sur ces types de ménages. De plus, si on regarde le taux de pauvreté au niveau de la région, donc là, c'est le taux de pauvreté par intercommunalité, on constate que c'est déjà sur ces zones-là que le taux de pauvreté est le plus important. Donc, ce qui veut dire que c'est des régions qui sont déjà, donc d'un point de vue économique, plus fragiles, où en plus, on va dire que la part du coût de l'énergie est plus important. Donc, c'est ces zones-là qui sont le plus touchées par l'augmentation des prix. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu à, j'ai envie de dire, si vous avez envie d'aller plus loin à l'issue de la présentation, sur le site insee.fr, il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles, même pour des personnes qui ne sont pas spécialistes en économie. Déjà, il y a un premier outil qui s'appelle l'essentiel sur l'inflation. Donc l'essentiel, en fait, c'est une catégorie de publication que fait l'INSEE sur le site, sur différents thèmes. Donc là, c'est l'inflation, mais il y a le chômage, par exemple, où on présente les principaux chiffres. Donc vous avez un onglet en quelques chiffres. Donc là, vous avez l'indice des prix global par produit, le prix du logement, la grande distribution. Vous avez 6 questions qu'on se pose souvent. Donc typiquement, tout à l'heure, on parlait du logement. Vous pouvez cliquer, vous aurez des détails. Une question classique sur est-ce que le passage à l'euro a fait grimper les prix. Et donc voilà, vous avez toute une explication de comment ça fonctionne. Et vous retrouverez aussi un onglet comment l'INSEE mesure, qui rappelle un petit peu, alors bien sûr, mais il y a beaucoup plus synthétique, les 2 premières présentations. Ensuite, depuis cette année, l'INSEE a fait des vidéos qui ont vocation à présenter de manière très courte différents concepts sur l'inflation. Donc vous voyez, c'est 2 minutes 20. Il y a 4 épisodes. Donc elles sont, soit vous pouvez les retrouver dans l'essentiel sur l'inflation, dans la partie comment l'INSEE mesure, ou directement sur la chaîne YouTube de l'INSEE. Donc il y a eu 4 thèmes. Donc le panier de biens, comment on mesure l'inflation, les enjeux sur l'effet qualité et 50 ans d'inflation, et l'écart entre la mesure de l'inflation et le ressenti. Donc vous voyez que les différents thèmes qu'on aborde aujourd'hui, en fait, sont présentés de manière très synthétique dans ces vidéos. Et enfin, alors on a un outil qui n'a pas forcément été beaucoup mis en valeur par l'INSEE ces dernières années. Vous voyez, la dernière mise à jour date de 2012, mais les indices récents y sont. Je vais vous le présenter ensuite. C'est le simulateur d'indices des prix personnalisés. En fait, le principe de simulateur, c'est que on a la répartition moyenne des produits telle qu'elle est utilisée pour calculer en fait l'indice des prix, et on peut la modifier pour retrouver finalement sa propre consommation. Alors bien sûr, c'est pas facile d'être capable de connaître finement la répartition de ces consommations, mais après j'ai envie de dire, vous pouvez faire le calcul si vous le souhaitez. Par contre, j'ai envie de dire, nous, à minima, ça nous permet de visualiser très rapidement l'impact de certaines caractéristiques. Alors l'exemple traditionnel qu'on avait avant, c'était l'aspect fumeur-non-fumeur, même si maintenant c'est quelque chose qui ressort un petit peu moins. On a l'aspect locataire-propriétaire, le type de chauffage ou le fait qu'on utilise une voiture ou non. Donc je vais vous en faire une petite démonstration. Alors je vais partager mon écran. Alors, tac, ici. Donc là, vous voyez, je suis sur la page. Donc, vous pouvez la trouver rapidement, vous tapez sur Google INSEE simulateur prix personnalisé de la consommation. Donc là, vous voyez, pour l'instant, il me présente juste l'indice des prix à la consommation en base 100. Donc on voit bien l'augmentation très forte depuis 2018 pour atteindre le niveau qu'on a aujourd'hui. Donc si je clique sur votre indice personnalisé, là j'ai la répartition et donc on va pouvoir faire la modification. Juste pour information, ici vous avez les produits. Vous pouvez choisir de mettre par exemple juste l'évolution de l'alimentation sur un an. Là,
en base 100. Donc là, on voit par exemple que sur les 12 derniers mois, l'alimentation, on a eu plus 12%. On peut prendre l'électricité, on voit qu'il y a eu des très fortes évolutions aussi en quelques années. Alors, donc, maintenant, je vais vous faire une démonstration. Alors, par exemple, tout à l'heure, on a évoqué les enjeux de vulnérabilité énergétique. Si je me place, par exemple, dans la situation d'une personne qui vit en milieu rural, qui est propriétaire de son bien, donc on va dire, par exemple, qu'il n'y a pas de loyer, qui est chauffé au fioul, donc on va mettre, par exemple, que 10% de ses dépenses, c'est du fioul, et qui utilise beaucoup sa voiture pour aller au travail, pour se déplacer, donc mettons qu'elle mette 10% dans le carburant. Donc là, je fais OK. Alors bien sûr, on pourrait pousser l'exemple plus loin en faisant varier tous les onglets, mais c'est juste pour visualiser l'impact. Donc là, ce qu'on constate, alors je vais dézoomer un peu parce que la courbe monte beaucoup, c'est qu'en bleu clair, on a notre indice personnalisé qui apparaît. Et donc là, ce qui est vraiment très très net, c'est pour que ce ménage, finalement, qui vit en milieu rural, par rapport à une évolution moyenne de l'inflation, on est à 6,2%. Là, pour ce ménage, on est à 14%. Donc c'est pour ça que c'est un point très important, notamment dans les discussions sur le ressenti par rapport à l'inflation, c'est que ce type de ménage, en fait, l'inflation, il la voit très différemment d'un ménage, par exemple, qui va vivre en ville. Alors, on peut prendre, mettons, un ménage qui vit en ville, qui est locataire, donc on met une part des loyers peut-être plus importante, mettons qu'il se chauffe, qui n'a pas de voiture, il utilise les transports, donc j'enlève la partie automobile, j'enlève carburant, je peux augmenter un petit peu, l'onglet transport pour dire, mettons qu'il a un abonnement à la Star, par exemple, s'il vit à Rennes, et alors il n'y a pas de fuel, et je mets un peu plus d'électricité parce qu'on va dire qu'il est chauffé à l'électricité. Voilà. Tac. Donc là, qu'est-ce que je constate? C'est que ce ménage-là, cette personne, ben là, au lieu d'avoir une évolution à 6% comme l'ensemble, là, on est sur du 5% sur un an. Donc, on retrouve finalement les courbes que je vous présentais tout à l'heure sur cette différence entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Alors, bon, c'est un peu caricatural, on fait rapidement, mais c'est vraiment cette notion qu'avec le simulateur de l'indice des prix personnalisé, on peut voir très rapidement l'impact de différentes catégories, en fait, pour différents ménages, de l'évolution des prix. Voilà. Et donc, pour conclure, je reviens à ma présentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donc un contexte inflationniste mondial qui a été un peu moins important en France jusqu'à présent, notamment grâce au bouclier tarifaire. L'importance de bien distinguer les différentes manières de présenter l'inflation, donc notamment le glissement annuel et l'évolution mensuelle, et aussi le fait que si on veut regarder sur le long terme, c'est plutôt la base 100 qui est intéressant. Le fait qu'après des fortes hausses du prix de l'énergie, l'inflation se diffuse au reste de l'économie, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir observer dans les mois qui viennent. Et un point vraiment très très important, je pense que c'est le fondamental, c'est que l'inflation touche très différemment les différents types de ménages, avec notamment, je pense, un point d'attention spécifique à avoir sur les ménages ruraux, qui sont déjà de base plus confrontés à la vulnérabilité énergétique. Et le fait, bien sûr, qu'il y a des ressources très variées qui sont présentes sur le site insee.fr. Je vous remercie. Merci à tous, hein. Je vais commencer par les remerciements. Merci aux participants qui étaient nombreux et qui ont pu suivre jusqu'au bout les exposés, qui étaient intéressants, mais très denses en même temps, hein. Mais je trouve que c'était bien, que c'était assez varié entre toute la partie statistique, la partie collecte sur le terrain, bon, assez détaillée, assez concrète. Et puis à la fin, ce qu'on peut faire un peu de tous ces chiffres, comment les interpréter, hein. On a vu, il y a des questions qui peuvent être assez compliquées ou discutables, hein. L'histoire du logement, par exemple, quand on est propriétaire de son logement, effectivement, ça apparaît pas dans la consommation. Voilà, c'est tous des sujets qui sont effectivement en discussion, notamment au niveau européen. C'est aussi des sujets encore, à venir, hein, parce que la question de l'énergie, des prix en général, on l'a vu dans l'alimentaire, hein, il y a une forte augmentation des prix dans l'alimentaire. Mais même sur l'énergie, on n'est pas sorti, on ne sait pas ce qui se passera en 2023, par rapport au bouclier tarifaire, par rapport aussi aux intentions des fournisseurs, d'énergie, hein, les contrats qu'ils ont avec les entreprises, les renouvellements de ces contrats de livraison d'énergie. Donc tout ça, ça nous laisse assez dans l'incertitude, et puis c'est assez compliqué du coup pour l'INSEE de faire ses prévisions en matière économique, hein. D'ailleurs, l'INSEE va mettre en place une enquête auprès des fournisseurs d'énergie pour mieux connaître leurs intentions et ce qu'ils comptent faire en 2023.
Donc, remerciements aussi aux intervenants hein, pour leurs exposés vraiment très, très clairs et très intéressants. Je remercie également les organisateurs du webinaire, hein, nos collègues de l'INSEE. Alors, j'en profite pour dire que n'hésitez pas à nous indiquer, donc là je parle aux participants, hein, ce qui vous a plu, ce qu'il faudrait faire évoluer. Je crois que vous aurez un questionnaire hein, qui vous permettra de vous exprimer. Pour nous, c'est important hein, pour adapter au fur et à mesure nos présentations. Et puis, donc le prochain webinaire devrait avoir lieu au printemps, au fin du printemps. Et pareil, on est preneur de vos suggestions hein, sur voilà, les thèmes que vous voudriez peut-être voir abordés, donc n'hésitez pas à nous les donner. Alors, moi, je vous remercie encore de votre attention. Je vous dis au revoir. Je laisse peut-être la parole, peut-être que Christophe veut rajouter un mot éventuellement. Mais moi, je vous dis bonne journée et puis à la prochaine fois.